bienvenue. Parce que la santé, évidemment, est capitale, est une priorité pour tous les Français. Nous allons faire ensemble un tour d'horizon, des grandes pistes pour l'améliorer, que notre système demeure toujours aussi performant. Parce que vous, comme moi, si vous sortez cet après-midi d'ici, vous avez envie d'être bien pris en charge, au bon endroit, au bon moment. Donc nous sommes ensemble pour toute cette matinée. Avant de démarrer ces débats, cette table ronde d'un nouveau style, hein, vous allez voir, puisque nous allons avoir toute une série de reportages avec des expériences très inspirantes à l'étranger. Une grande enquête dans un instant avec Brice Teinturier qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour nous montrer et nous détailler cette grande enquête. Le mot d'accueil et puis la philosophie de cette matinée avec Françoise Bartoli, la présidente du think tank Imaginons la santé, qui va venir eh bien pour ce petit mot d'accueil de cette matinée. Françoise, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bien évidemment, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille à ce forum Santé 2017. Et cette première rencontre, elle est consacrée tout simplement aux attentes des Français et surtout à l'avenir de notre modèle de santé. Alors, c'est aujourd'hui un modèle qui est vraiment plébiscité par nos concitoyens. Ils sont tous d'accord pour le préserver, mais ils sont tellement divisés quand il s'agit de le faire évoluer. Et pourtant, si nous voulons garantir l'excellence, il ne faut pas avoir peur de réformer, avec bien sûr une seule préoccupation, donner à chacun l'accès aux innovations thérapeutiques ou technologiques pour vivre en bonne santé et, si j'ose dire, jeune, le plus longtemps possible. Alors nous avons la chance de voir émerger de nouvelles stratégies thérapeutiques qui vraiment transforment fondamentalement la prise en charge de maladies terribles comme le cancer, comme les maladies neurodégénératives, le sida, etc. Et c'est une chance unique aujourd'hui pour les malades et ceux de demain. Plus de 7000 médicaments innovants sont actuellement en développement et c'est une source de progrès majeure, pour l'ensemble des Français. C'est pourquoi aujourd'hui nous demandons avec insistance à la classe politique et évidemment aux autorités de régulation, de ne pas s'inquiéter de cette richesse scientifique, de ne pas s'enfermer dans une logique comptable, court-termiste, qui condamnerait définitivement notre modèle de santé. Alors avec ces responsables, nous pouvons débattre sans tabou de la valeur de l'innovation pour en pérenniser le financement et évidemment la diffusion. Alors cette analyse, elle ne peut pas faire l'économie d'une évaluation élargie à l'organisation des soins, au système hospitalier public et privé, à la place du patient comme acteur de sa prise en charge. Et le parcours de soins doit en effet faire l'objet d'une attention toute particulière si nous voulons améliorer l'efficience de ce système. Cette approche, elle suppose bien entendu une plus grande transparence dans les données de santé. En anticipant ces évolutions, en les inscrivant dans une approche pluriannuelle de diffusion de l'innovation, nous donnerons plus de lisibilité, de perspective au système. C'est pourquoi, et la seule raison, nous avons vraiment souhaité inscrire le sujet de la santé au sens large dans le débat public. Nous voulons créer un environnement valorisant pour l'innovation thérapeutique et pour la recherche clinique. Nous voulons replacer le patient au centre du système en lui garantissant l'accès au progrès thérapeutique et évidemment à un coût acceptable pour la collectivité. Et nous voulons également mieux utiliser les données de santé pour que la qualité drive l'efficience du système. Voilà les enjeux de ce débat que nous voulons porter sur la place publique et au cœur de la prochaine campagne présidentielle. Notre modèle n'est pas condamné au déclin. Notre modèle, bien au contraire, est porteur de promesses immenses pour chacun d'entre nous et pour la collectivité. Alors le lire, bien sûr, n'est pas propriétaire de ce débat. Pour l'animer, le faire vivre, l'enrichir, le faire surtout aboutir à des propositions concrètes, nous sommes associés à plusieurs partenaires pour vous proposer France Santé 2017. Carte blanche partenaire, Renaissance numérique, la Fédération hospitalière de France, le Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales, le Trombinoscope. Je tiens à les remercier très chaleureusement pour leur soutien à l'organisation de cette matinée. Les échanges, les réflexions que nous allons vous proposer dans un instant s'appuient sur 2 années d'études, d'enquêtes menées en France et à l'étranger avec des
avec des exemples très innovants et s'appuie également sur le témoignage de plusieurs professionnels de santé ici présents. Je les remercie également pour leur présence et leur participation. Alors c'est une matinée qui va être très rythmée à travers 4 tables rondes de manière à vous offrir de nombreuses pistes de réforme atteignables. Nous espérons aussi démontrer aux futurs candidats à la présidentielle que la transformation de notre système de santé peut être abordée, peut être réfléchie et peut être traitée de manière positive, que des innovations de toute nature existent dans notre pays pour nous projeter dans l'avenir à partir de l'existant et pour faire également mieux avec autant. Il faut rassembler les atouts de chacun des acteurs de la chaîne de soins et parvenir ainsi à donner confiance aux Français dans leur système de santé. Merci à tous pour votre présence. Je cède la parole à Patrick Roger, qui, comme vous le savez, modère cette matinée. Merci Patrick. Je vais essayer. Merci Françoise pour cette introduction. Je précise, pour compléter ce que disait Françoise, que tout à l'heure, vous pourrez entendre aussi en exclusivité des interviews de candidats à la présidentielle, déclarés ou non, pour certains, évidemment. D'autres ne le sont que potentiellement. Des ministres en charge du dossier qui ont bien voulu nous accorder du temps sur leur agenda qui est déjà extrêmement serré. C'est dire s'il y a une importance en fait pour ce sujet sur la santé. Et nous aurons un débat pour conclure aussi avec 2 brillants cerveaux tout à l'heure sur le courage et l'audace en politique avec Cynthia Fleury, philosophe, et François-Xavier Bellamy tout à l'heure. Juste avant cela, eh bien, nous allons commencer par cette grande enquête. Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, cette grande enquête avec de grands enseignements avant de démarrer notre première table ronde. Brice, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de nous accueillir parmi vous. Nous avons eu la chance, la possibilité de faire pour cette matinée une grande enquête auprès d'un échantillon important d'abord, 2000 personnes interrogées, un échantillon national représentatif de 2000 personnes, ce qui nous donne une bonne robustesse d'ensemble et ce qui permet aussi de regarder non seulement les perceptions des Français, mais également par exemple ceux qui sont atteints de maladies chroniques. Cette enquête a été réalisée très récemment et je vais vous en présenter d'abord en introduction juste 3 ou 4 grands résultats et ensuite en début donc de chaque table ronde les éléments les plus importants et c'est encore une fois la richesse de cette étude qui est approfondie au niveau du questionnaire. Peut-être un point pour camper le paysage, puisqu'effectivement les présidentiables ou les candidats auraient tort de faire l'économie, je crois, d'une réflexion et d'un débat sur la santé tellement elle intéresse les Français et tellement elle les préoccupe. Vous le voyez ici d'emblée, 1 Français sur 2 pense aujourd'hui que leurs enfants seront moins bien soignés qu'eux-mêmes. Ce n'est pas simplement l'expression du pessimisme français qui est, on le sait, fort, ancré, etc. Vous voyez que les avis sont très tranchés. On est à 55% de personnes qui pensent donc que ce système fera que leurs enfants seront moins bien soignés, 35% seulement mieux soignés, c'est 20 points de différence. Et vous avez très peu de gens dans la case 10% ni mieux ni moins bien. Donc les avis sont tranchés. Et il y a là l'idée véritablement d'une préoccupation. Et on va comprendre pourquoi tout au long de cette matinée. Deuxième indicateur à avoir à l'esprit, les Français ont le sentiment que la qualité et la sécurité des soins du système de santé est un atout de la France par rapport aux autres pays. Vous le voyez également, 49%, 1 sur 2 nous dit c'est plutôt un atout et seuls 15% c'est plutôt un handicap. En revanche, pour ce qui relève des essais cliniques ou de la présence d'industries pharmaceutiques, là pour le coup ils le savent moins, ils sont plutôt dans c'est ni un atout ni un handicap. En tous les cas, retenez, parce que ça sera un des points forts, que la qualité du système de soins reste un des pivots perçus et un des atouts fondamentaux de notre système. En revanche, et c'est là où nous commençons à rentrer dans une série d'indicateurs qui sont, je crois, particulièrement intéressants, quand on leur demande si la situation est plutôt satisfaisante ou plutôt préoccupante sur toute une série de dimensions, vous voyez qu'on a 3 grandes dimensions où les niveaux d'insatisfaction, de perception d'une situation préoccupante sont très élevés. C'est le nombre de médecins répartis sur l'ensemble du territoire. Alors certes, on en parle beaucoup dans les médias, mais ça fait véritablement écho à ce que ressentent les Français. Il y a une perception qui est doublée d'un comportement réel. Les délais d'obtention de rendez-vous avec un médecin spécialiste aussi, 86% de Français qui considèrent que la situation est préoccupante. Et puis les délais pour réaliser des examens de santé approfondis, là aussi c'est massif, 76%. On a 2 autres dimensions où vous avez une majorité de Français qui estiment que la situation est préoccupante. C'est la prévention auprès de l'ensemble des citoyens et puis la communication sur le dossier médical du patient entre les médecins qui le suivent à l'hôpital et ceux qui le suivent en ville, donc l'enjeu de la coordination.
Et enfin, sur les questions de qualité de soins au sein du système hospitalier ou de délai d'obtention d'un rendez-vous avec un MG, là, les préoccupations sont plutôt minoritaires, mais malgré tout, 40-44% de niveau de préoccupation, ce n'est pas négligeable. Cela explique évidemment pourquoi les Français considèrent qu'on sera moins soigné dans les années à venir. Et cela explique pourquoi également il est à leurs yeux urgent de réformer. Et j'insiste sur ce point, on a une échelle, vous le voyez, est-ce qu'il est urgent de réformer, important mais pas urgent ou secondaire. Si on ne prend que la réponse la plus polarisée, il est urgent, on est quand même quasiment à 1 Français sur 2. Et c'est tout à fait cohérent avec leurs inquiétudes, à la fois leur attachement au système qui a été souligné, mais également leurs inquiétudes. Et il y a donc là une ouverture que les candidats à la présidentielle auraient tort, je crois, de ne pas prendre en compte. Mais on en reparlera. Ils l'ont saisi. Voilà, ils l'ont saisi et on en reparlera tout au long de la matinée. Voilà en termes d'introduction, mais je reviendrai avec beaucoup d'autres données au fur et à mesure des différentes thématiques de cette table ronde. Merci Brice pour cette introduction. Je rappelle aussi que tous ces débats, l'ensemble des contributions, des vidéos, mais des contributions écrites seront sur une grande plateforme. C'est le début d'un lancement, France Santé 2017. Et d'ailleurs, cette matinée est également suivie sur le hashtag Santé 2017. Alors, cette première table ronde, la simplification de l'accès aux soins, avec nos invités, ici nos débatteurs, Antoine Leveneur, médecin généraliste, président de l'Union régionale des médecins libéraux de Basse-Normandie, bonjour. Pascal Chauvet, Normandie maintenant, évidemment, il y a eu un redécoupage territorial. Pascal Chauvet, infirmier libéral, vice-président de la Fédération française des maisons et pôles de santé en Charente-Maritime. Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris, consultant et chroniqueur médiatique, notamment un tout petit peu de pub et de promo à Europe 1, voilà, c'est ça, très actif dans de nombreuses associations également. Et puis Pascal Gendry, médecin généraliste de la Fédération française des maisons et pôles de santé dans le sud-ouest mayennais. Avant de prendre connaissance de nouveau donc, de ces points d'enquête avec Brice et évidemment de débattre sur ce point, nous allons vous proposer ce petit tour d'horizon l'étranger en images. Pour vous mettre dans le bain, nous allons d'abord aller en Suède, où vous allez le voir, le patient devient véritablement acteur de son parcours de soins. Et puis là-bas, eh bien, l'évaluation est une vraie réalité. Depuis 3 ans, la Suède, la région de Stockholm en tête, a fait de la qualité des soins une priorité, mais sans dépenser plus. Une recette qui s'appuie sur 2 points, le rôle central des patients et pas de tabou, une vraie politique d'évaluation. Léna en a fait l'expérience. 2007 est un tournant dans sa vie. Elle apprend qu'elle souffre d'une arthrose digitale avec des déformations déjà invalidantes. Un choc pour cette femme dynamique. 9 years ago, I discovered that my little finger on my right hand was red and swollen up. Decided to go to see a doctor, and the doctor took some tests, and he told me that I had got rheumatoid arthritis. L'aventure commence pour Léna. Son caractère de combattante retient l'attention des médecins qui la suivent au Karolinska Institute, le plus grand hôpital du pays. Sa rhumatologue la convainc de participer à un nouveau programme baptisé 4D. Le patient devient le véritable pilote de sa santé en y associant la recherche de nouveaux traitements. The 4D program is a program where we aim for the integration of the research logic together with the care logic, which means that our aim is to be able to do full randomized control studies in healthcare based on the same information and also based on the patient trajectory and the patient as a deliverer of information. We're moving away from the old system, from the old way of viewing the patient as a patient, from putting the patient in the pilot seat. Ce programme a changé sa vie, avoue Léna qui pianote régulièrement sur son iPhone vers un numéro unique, le 1177, pour prendre connaissance des résultats de ses examens. Toutes ces données sont centralisées dans une biobanque inaugurée en octobre 2015. C'est aussi un atout pour la recherche clinique. Léna se soigne en faisant progresser la science. If you explain all the benefits for the patient to be included in the decision making, it will be much easier
to make them participate in the clinical trials and to see the benefits in these clinical trials. The border between science and taking care of the patients, they will collaborate into one way. Une qualité des soins qui passe aussi par une maîtrise des budgets. En Suède, on n'a pas peur des mots. La qualité est une source de productivité. C'est le conseil régional qui a les yeux sur les comptes, les résultats des traitements, et il va jusqu'au bout de cette logique. Il distribue les bons et les mauvais points. The first and I think most important aspect is that we have an open way and transparent way of producing data in healthcare, because a big source for change and renewal and innovation in healthcare is to openly show the quality between the different clinics, between different hospitals, and to really have a learning in between parts of healthcare. And we do that by having both quality registries where we assemble data from specific treatments and diagnosis, which is then assembled in a registry for monitoring and follow-up of the quality and outcomes of treatments. And they are also then published online, available for everyone to see. It's also a matter of reimbursement, because if you comply to our regulations and deliver all the data you need, you get also the maximum reimbursement from the county. And there's also some incentive funds if you reach some quality levels, for example. Dans le privé comme dans le secteur public, on joue le jeu. On s'adapte pour chaque situation et chaque patient. When I started here 25 years ago, if you operated a gallbladder, you would be in hospital for 5-6 days. Now you do it in 6 hours. Our main strategy is that quality drives productivity. If you do the right thing with the right patient in the right time, you get a healthier patient quicker, you get high quality with less infections, for instance, and you get the use of the hospital's resources for more patients than before. Et ça marche. Klaus, comme beaucoup de patients, apprécie ce développement des soins ambulatoires. I think I recover better at home, if it's possible to be at home with my sickness, of course. So I'm very pleased how it works for me. Lena aussi a retrouvé le sourire avec cette nouvelle politique de soins. This service changed a lot for me as a patient. I feel safer and I understand my disease better. Dans les années à venir, Stockholm sera sans aucun doute l'une des villes où la santé est la mieux préservée et où il fera toujours aussi bon vivre. Voilà pour ce premier reportage en Suède avec des mots justes, me faisait remarquer Gérald Kierzek, en fait, des mots-clés. Bon moment, bonne intervention. Voyons justement avec vous, Brice, avant de démarrer cette première table ronde et cette discussion, comment les Français jugent l'accès aux soins en France? Alors, rapidement, vous allez le voir, je pense, dans les s'afficher. Ah, voilà. Oui, voilà. Si. Sur cette thématique-là, il y a des niveaux d'insatisfaction qui sont majoritaires sur des grandes dimensions. Ces dimensions, c'est la possibilité de prendre un rendez-vous avec un médecin spécialiste ou de prendre un rendez-vous à l'hôpital. Là, véritablement, l'insatisfaction est forte, majoritaire et forte. La coordination également au sein de l'hôpital public entre les différents rendez-vous à prendre fait l'objet d'une insatisfaction majoritaire. Et puis après, vous avez des choses qui sont, on va dire, moins criantes, moins aiguës, sans être pour autant négligeables. Par exemple, la prise en compte des difficultés dans la vie sociale ou au travail que l'on rencontre autour de sa maladie. La satisfaction est majoritaire, mais vous avez plus de 40% quand même qui soulignent, plus de 40% de Français qui soulignent leur insatisfaction à cet égard. Et puis inversement, parce qu'il ne faut pas que mettre l'accent sur ce qui ne va pas, il faut aussi souligner ce qui va bien. Inversement, les Français se déclarent très satisfaits, par exemple de la disponibilité des soignants pour les écouter ou des délais nécessaires pour avoir un rendez-vous avec un MG. Donc les choses sont très contrastées et nous montrent bien qu'elles renvoient à des situations qui sont réellement observées et vécues et pas, j'ai envie de dire, à des réponses superficielles ou qui auraient été un peu mécaniques. Autre point qui permet de souligner cette question de l'accès, les Français ont également le sentiment que les choses se sont détériorées, véritablement détériorées en termes de délai d'attente pour consulter un spécialiste.
Détérioration également forte, 63% en ce qui concerne la facilité à trouver un médecin le soir ou le week-end. Et puis la question des urgences, dont on reparlera à l'évidence. Le temps d'attente aux urgences, là vous avez 62% de nos concitoyens qui considèrent aussi que les choses se détériorent. Soulignons toujours aussi ce qui va bien, malgré tout. Eh bien, par exemple, dans la mise à disposition de services de santé connectés, là, l'évolution perçue est plutôt positive, ou les conseils délivrés par les pharmaciens également, ou l'accès à l'information pour mieux comprendre et vivre sa maladie. Donc on se polarise vraiment sur l'enjeu de l'accès, de la prise de rendez-vous et de la possibilité d'avoir un praticien en temps utile. Je vais passer plus rapidement sur la consultation. Je vais passer plus rapidement parce que là, tout va bien. En gros, dès qu'on est dans un système où il y a la consultation, qu'il s'agisse des informations données, des informations ou des réponses aux questions, etc., les Français se déclarent non seulement majoritairement, mais même massivement satisfaits. Et on a également le même type d'attitude à l'égard de la façon dont sont gérés leurs traitements. Globalement, la satisfaction est très forte, entre 75 et 80% de satisfaction pour ce qui concerne l'écoute des professionnels de santé qui les suivent et qui adaptent le traitement ou l'efficacité du traitement prescrit. Je pointerai simplement la prise en compte des effets secondaires issus des traitements, où là, vous avez malgré tout une minorité qui n'est pas anodine et qui se déclare insatisfaite. Mais globalement, sur la consultation et sur tout ce qui concerne le traitement proprement dit, les choses vont bien. On est davantage dans une problématique d'accès que dans une problématique de contenu. Voilà, donc pour ces grands points, nous allons en discuter sur, non pas le constat, mais sur comment faire pour améliorer en fait les choses, des pistes et des solutions à travers vos expériences les uns les autres. Antoine Leuveneur, Pascal Chauvet, Gérald Kierzek et Pascal Gendry. Antoine Leuveneur, on l'a vu, comment répondre à cette inquiétude justement des Français, hein, le temps d'attente pour avoir des rendez-vous chez les médecins, les médecins généralistes et puis bien sûr aussi les médecins spécialistes. Oui, d'abord je voudrais dire que je suis très satisfait d'être là ce matin parce que je pense qu'effectivement la santé doit être demain, lors de la campagne présidentielle, un des sujets phares. D'abord par la dépense qu'il représente et puis ensuite, vous l'avez évoqué, par tous les aspects qui sont quotidiens pour les Français et qui ne vont pas aller en s'arrangeant forcément, hein. Et donc, il va bien falloir que les politiques mettent sur la table ce qu'ils souhaitent pour la société demain. Il faudra faire des choix, il faudra avoir du courage. Alors maintenant, les difficultés d'accès aux soins, ouais. Comment on fait ? Bah, écoutez, on est assez inquiets, nous. Hein, on alerte depuis 10 ans. L'accès aux soins va devenir le problème numéro 1. Il y aura du déficit, très bien, enfin, malheureusement. Il y aura des ennuis, il y aura des problèmes de sécurité des soins, il y aura des problèmes de qualité des soins. En parallèle, on aura des innovations et j'espère que tout le monde pourra en profiter dans le domaine thérapeutique, des prises en charge, tout ce que vous voudrez. Mais le problème numéro 1 de demain, c'est bien évidemment l'accès aux soins. L'accès aux soins. Il n'y aura plus de généralistes. Les spécialistes de ville vont être rayés de la carte et à l'hôpital public, les difficultés organisationnelles, les difficultés de financement font que les Français commencent à regarder les choses d'un certain côté. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait par exemple dans une région comme la Normandie où depuis 2006, où je préside cette région pour les médecins libéraux, on s'est penché sur ces questions-là bien évidemment. Et donc, concernant, par exemple, le premier recours, on s'est dit qu'il faut regrouper tous les professionnels sur un territoire donné. Je prends l'exemple typique d'un cabinet dans le bocage normand en 2006. Le cabinet du docteur est dans le fond de la propriété familiale. La femme tient le téléphone et c'est un modèle qui s'écroule. On a vu ce modèle, les héritiers d'un modèle qui s'écroule en 2006. D'où ce que vous avez mis en place, quoi. Voilà. En fait, ouais. Parce que le constat, Antoine Leuveneur, c'est vrai, on le connaît, le connaît bien. Maintenant, il faut aller beaucoup plus vers des pistes, vers des solutions. Ok, alors j'y arrive, mais c'est pas mal quand même de se souvenir. Non, bien sûr, mais... Ok, j'y arrive. Nous, on a considéré que les seuls professionnels de santé libéraux ne pouvaient pas s'en sortir tout seuls pour créer des nouvelles conditions d'exercice et des nouvelles conditions donc d'exercice rénovées qui allaient être attractives pour que des jeunes viennent. C'est ça qui nous intéressait. Et c'est toujours ça qui nous intéresse, c'est qui va soigner qui dans quelques années sur les territoires. Et donc, on a été chercher à l'époque, en 2006, les collectivités territoriales.
régions, conseils généraux, mais aussi, je le dis très simplement, l'État, l'Europe et tout le monde a joué avec nous dans une charte régionale qui est un peu spécifique à la région Normandie aujourd'hui. Et on a regroupé les professionnels. Les docteurs, les infirmiers, les kinés, les podos, les orthophonistes, les sages-femmes, tout le monde, on y va. On ne prend plus une patientèle en charge spécifiquement. On se regroupe de 15 à 60 professionnels dans nos structures. On se regroupe pour prendre en charge une population. Donc on voit bien qu'il y a un changement culturel qu'il nous faut opérer dans nos propres têtes, déjà. Alors on sera toujours le médecin traitant de nos patients, ça c'est pas la question. Mais il faut lever la tête du guidon, envisager au niveau d'un territoire, quand on se regroupe, comment on s'organise. Et c'est ça qu'on a fait dans l'ancienne Basse-Normandie. C'est ça qui a permis l'émergence d'une quarantaine de pôles de santé. Je le répète, de 15 à 62 professionnels. C'est ça qui est porteur et c'est ça qui fait que les jeunes vont s'installer. Donc c'est un des problèmes. Et qui permet donc d'avoir un suivi et... Alors, qui amène tout droit à la coordination des soins. Et je pense que d'autres intervenants ici vont en parler également, qui est le cœur de notre avenir. Je veux dire un truc simple. Les médecins libéraux ont compris aujourd'hui que finalement, l'hôpital fermait la lumière la nuit et le week-end, en gros. Prothèse totale de hanche en quelques heures, retour à domicile, chimiothérapie en ville, enfin bref. Et ça, ils l'ont compris. Donc finalement, notre job... les urgences, hein, bien sûr, qui sont... Ils l'ont compris. Et notre job à nous, avec tous les autres professionnels de santé libéraux, c'est comment on s'organise pour prendre en charge la grand-mère qui a une prothèse totale de hanche qui a été mise à 8h le matin et qui est à 16h chez elle. J'insiste en disant que c'est tous les professionnels. Sinon, nous, médecins, on ne s'en sortira pas tout seul. On ne s'en sortira Donc pas. ça passe par effectivement un regroupement et une organisation. Gérald Kierzek, vous vouliez réagir d'un mot peut-être avant de... Antoine a raison en disant que l'ambulatoire, le virage ambulatoire, parce que c'est ça le mot-clé de la ministre, le virage ambulatoire, on ferme les lits, vous rentrez le matin, vous êtes opéré, vous ressortez le soir. Donc globalement, vous ressortez le soir, mais vous ressortez où? Vous ressortez chez vous. Alors, si vous avez une famille et vous n'êtes pas trop loin d'un centre et de professionnels libéraux qui vont vous prendre en charge, parfait. Le problème, c'est que là, on est entre deux eaux. On voit bien que l'hôpital ferme la lumière, mais que les professionnels libéraux ne sont pas encore organisés pour pouvoir gérer et on ne leur donne pas les moyens de gérer. Conclusion, quand la mamie, elle rentre et à 16h ou 17h, elle a mal, ou j'ai encore la semaine dernière, c'est pas une mamie, c'est un patient de 40 ans, une cure hémorroïdaire, donc c'est pas une intervention compliquée. Par contre, il avait mal, il saignait, c'est le SAMU qui s'est déplacé. Je suis allé le récupérer pour le ramener où? Aux urgences. Donc on voit bien qu'actuellement, on met un peu la charrue avant les bœufs en fermant l'hôpital, en fermant le maillage territorial et en ne donnant pas encore les moyens où on n'a pas forcément organisé la médecine de ville et on n'a pas coordonné sur tous les soins. Parce qu'en Suède, il y a un mot essentiel, c'est la coordination et le dossier médical personnel. Ce fameux DMP qui est le serpent de mer qui depuis 2004, avec un ministre qui veut maintenant être directeur général de l'OMS, donc je suis un peu inquiet parce que depuis 2004, le DMP, il n'existe toujours pas. Or, c'est quand même la pierre angulaire de cette coordination. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à décloisonner, à faire circuler l'information entre les confrères infirmiers, médecins, hospitaliers, etc., tant qu'on n'aura pas ce DMP, et c'est vraiment fondamental, parce que tant qu'on n'a pas ça, les gens se retrouvent aux urgences. Ça, c'est vrai, c'est une autre piste, effectivement, sérieuse. Pascal Chauvet, justement, infirmier libéral et vice-président de la Fédération française des maisons et pôles de santé en Charente-Maritime. Expliquez-nous, justement, comment vous réussissez à rendre les choses un peu plus possibles et à être à l'écoute, en tout cas, des Français et des patients. Si la question porte sur l'accès aux soins, pour ma corporation, les infirmiers, on a pris des mesures il y a 5-6 ans qui nous interdisaient de nous installer là où il y avait suffisamment d'infirmières. Et il faudrait aller regarder les résultats de ce souhait à l'époque. Aujourd'hui, nous n'avons plus de problème d'installation des infirmières dans les secteurs ruraux profonds. Alors, bien entendu qu'on a aussi bénéficié d'une démographie infirmière sur les territoires, mais aujourd'hui, il y a suffisamment d'infirmières sur les territoires. Donc ça peut être une réponse à l'accès aux soins, c'est-à-dire de ne pas pouvoir s'installer là où il y a suffisamment de praticiens. Ouais. Ça, c'est une piste. Après, sur comment nous avons répondu en Charente-Maritime, pour ce qui nous concerne, nous avons créé tout d'abord un dispositif de coordination, le maître mot coordination, vous l'avez exprimé, un dispositif de coordination entre l'hôpital et l'ambulatoire. Ouais. Okay, ce qu'on appelle des dispositifs de coordination qu'on peut décliner, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et
Dans un deuxième temps, on a organisé les équipes de soins primaires au travers de maisons de santé où on a regroupé les professionnels, mais pas simplement un regroupement physique, mais aussi un regroupement autour des problématiques de santé pour répondre à des problématiques, et notamment au travers du protocole de mise en œuvre de prévention dans le champ de la prévention, etc. Et donc, ces équipes étant organisées, mais Pascal pourra compléter, ces équipes étant suffisamment organisées peuvent être un relais pour la prise en charge du patient et notamment en lien avec l'hôpital. À quel moment ? Eh bien justement, l'idée c'est que pour peu que l'équipe soit suffisamment organisée, elle peut travailler en amont d'une hospitalisation, travailler avec l'hôpital pour anticiper la sortie d'hospitalisation. Ainsi, on répond à la problématique de la sortie non organisée que vous avez exprimée, où souvent c'est le cas, les patients ressortent, ils arrivent chez eux, ils sont perdus. La porte est fermée. Enfin, on voit le souvent... dossier n'a pas été transmis oui, encore aux médecins. Et donc, évidemment, bien entendu que nous avons réfléchi au niveau de la Fédération française des maisons et pôles de santé sur des outils qui nous aident à mieux nous coordonner, notamment à travers de systèmes d'information qui sont aujourd'hui opérationnels, labellisés par la ZIP, qui nous permettent de mieux communiquer entre nous. Je vous rappelle qu'au sein des structures maisons et pôles de santé, nous nous équipons sur des outils métiers qui nous permettent de partager l'information entre l'ensemble des professionnels libéraux de la structure, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Ouais. Pascal Gendré, aussi médecin généraliste de la Fédération française des maisons et pôles de santé. Il y a cette coordination qui se met en place sur votre territoire. Vous aussi, vous êtes en Mayenne. Hein. Oui, alors sur notre territoire, c'est plus de 50% des professionnels de la Mayenne qui sont en exercice regroupé. Et ça change un peu la donne. Ça change la donne au niveau des parcours des patients et des flux de patients, notamment vers l'hôpital, mais pas que. Je crois tout à l'heure, on parlait de révolution thérapeutique ou de révolution technologique. La révolution, elle est plutôt organisationnelle au niveau des soins primaires. Et si on veut qu'il y ait moins de passages aux urgences, si on veut que les durées de séjour diminuent, si on veut que le recours à l'hôpital diminue, et si on veut surtout prendre en charge des pathologies chroniques, voire aussi des situations beaucoup moins complexes que des pathologies chroniques, mais par exemple un enfant en difficulté scolaire qui a des problèmes d'orthophonie, qui a des problèmes de surpoids, qui a des problèmes psychologiques, eh bien, quelle solution il a, cet enfant ? Eh bien, la constitution d'équipes permet ce type de prise en charge. Ce n'est pas simplement que pour éviter l'hospitalisation que les soins primaires sont en train de se structurer, c'est parce que ça répond à un besoin fort des nouvelles prises en charge. Et ça permet d'une prise en charge à la fois graduée et coordonnée. Alors, il faut que ces équipes soient organisées. C'est ça le problème pour l'instant. En France, il n'y a que 10% des professionnels de ville qui sont dans des structures regroupées. Et le challenge des 5 prochaines années, c'est de passer de 10 à 30, voire 40%. Parce que c'est là qu'on va pouvoir changer un peu les choses, y compris en termes macroéconomiques, en termes de qualité. Alors, la qualité, par ces équipes, elle a déjà été évaluée. Il y a une étude de l'IRDES qui a été réalisée il y a 2-3 ans et qui montre que moins de passages en hospitalisation, moins de passages aux urgences, moins de recours aux spécialistes de deuxième recours. Par contre, oui, Pascal, tu vas être content, plus de recours aux infirmiers de ville. Mais ça a déjà été prouvé. Ouais. C'est prouvé aussi dans la littérature étrangère. Donc, il faut y aller sur ces équipes de soins primaires. Et ça impose forcément une réflexion. Alors, comment faire, justement ? Parce qu'il faut y aller, alors comment le mettre en œuvre ? Ça impose forcément une réflexion autour de la reconnaissance de ces équipes. Ouais. Et la reconnaissance, elle est encore tout à fait débutante. On a eu des expérimentations sur des nouveaux modes de rémunération qui ont permis de faire bouger, de structurer des équipes, de construire des outils de coordination, de systèmes d'information. Maintenant, on est passé dans un système de règlement arbitral qui est encore débutant et qui est insatisfaisant parce qu'il n'est pas du domaine conventionnel, il est du domaine règlement arbitral, à défaut d'avoir réussi à se mettre d'accord autour d'une table. Donc ça, c'est encore très insuffisant. Et je pense quelques exemples justement de ces actes et de cette réglementation. Eh bien, par exemple, le financement de travailler en équipe, ça impose une structuration. Oui. Ça impose de réfléchir sur des protocoles, sur des modalités de pourquoi on travaille ensemble, de réunions. Ça impose de s'évaluer. Ça impose une démarche qualité, par exemple. Et ça impose notamment une coordination. Et cette coordination des professionnels, elle ne peut exister que dans des équipes structurées. Et ça impose aussi des nouveaux modes de financement. Le paiement à l'acte ne marche pas pour financer ce type d'organisation. Ouais.
Alors ça, Donc ça, il va falloir qu'on sorte de cette réflexion autour du paiement à l'acte, et avec une réflexion qui est encore trop médico-centrée. On a besoin de réfléchir aussi sur l'ensemble des professionnels de soins primaires. On voit bien que, notamment sur les infirmiers, la rémunération actuelle des infirmiers ne permet pas des évolutions de prise en charge et de parcours. Oui, Gérald Kierzek. C'est fondamental. Il y a des réformes structurelles à faire. Et le paiement à l'acte, vous êtes en train d'en sortir. Et effectivement, parce qu'il y a une course à l'acte, c'est inflationniste, c'est pas satisfaisant. Et puis surtout, vous n'avez pas le temps. Et puis aller faire des injections à quelques euros, c'est se moquer d'une profession. Et surtout, ça pousse non pas à de la qualité, mais à de la quantité. Et c'est valable pour tous les actes en médecine libérale. Mais le paradoxe, c'est qu'à l'hôpital, au lieu, alors qu'on n'était pas dans le paiement à l'acte, on a introduit avec la tarification à l'activité ce système pervers de la tarification à l'activité, et donc on a introduit le paiement à l'acte, et donc on a introduit la concurrence, ces fameux jeux à somme nulle au lieu d'être dans un jeu à somme variable, qui sont terribles parce que 1, c'est inflationniste, 2, c'est concurrentiel, donc ça divise les professionnels au lieu de les faire se concurrencer. Et on parle de 2017. Moi, je reprenais les tribunes que j'avais publiées dans le Nouvel Obs en 2012, où on disait qu'il fallait sortir de la tarification à l'activité. C'était un des engagements d'ailleurs de celle qui allait devenir ministre de la Santé et du candidat Hollande, c'était de sortir de la tarification à l'activité. 4 ans ou 5 ans après, on s'aperçoit qu'on est encore plus dans la tarification à l'activité. Donc il y a des réformes structurelles à faire de façon à ce que les professionnels de santé puissent travailler dans de bonnes conditions. Ça veut dire quoi en filigrane, et je m'arrête là? Ça veut dire qu'il faut remédicaliser la santé publique. Il faut remédicaliser la politique de santé, et on s'aperçoit que si le système, et je serais beaucoup plus pessimiste encore que les sondages, parce que tu l'as dit un peu, c'est en train de se casser la figure. Et il y a un indicateur qui est l'espérance de vie qui, depuis 45 ans, est en train de chuter en France. Donc ça, c'est quand même un indicateur. C'est peut-être un mot un peu fort. Non, mais enfin, il régresse. Alors qu'on regarde dans les pays en voie de développement, on regarde l'espérance de vie qui augmente. Chez nous, c'est en train de régresser. Et si ça régresse, c'est qu'on a une démédicalisation de la politique de santé, alors que les initiatives et les professionnels de santé existent, ont des solutions. Et les agences régionales de santé qui se sont technocratisées, je pense que la vraie machine arrière, elle est là-dessus aussi. Eh ben c'est dit, Gérald Kierzek, c'est bien dit. En fait, c'est une piste, en tout cas, de réflexion. Antoine Leveneur. Oui, tout à fait. Je partage tout ça. Je veux dire que les médecins libéraux sont globalement très découragés aujourd'hui. Ils font preuve d'initiative, d'innovation. Ils s'engagent. Et on passe donc par exemple en 2009-2010 à l'expérimentation sur les nouveaux modes de rémunération. Ça nous paraît être un mieux, ça nous paraît être bien de reconnaître que le temps de coordination nécessaire, un staff dans un pôle de santé entre tous les professionnels qui discutent de la patiente qui est diabétique, coronarienne et qui va sortir le lendemain de son intervention pour sa prothèse de hanche, comment on fait? C'est du temps. Ce temps, il était finalement valorisé, module 1 des ENMR de 2009. Aujourd'hui, avec le règlement arbitral, puisque c'était une expérimentation et donc elle a pris fin, personne s'y retrouve. Personne s'y retrouve. C'est-à-dire que tout le temps passé... Les équipes sont globalement perdantes aujourd'hui en France, on en parlait encore tout à l'heure, en termes de rémunération directe, mais plus encore, et c'est ça qui est décourageant. Quand on a envie d'avancer, de progresser au service des patients, par exemple, eh bien, on nous construit des usines à gaz qui font fuir l'argent que touchent les équipes pluriprofessionnelles au titre de la coordination, qui touche donc le règlement arbitral. Sert à peine à payer la salariée qui va remplir les dossiers pour la Sécu. Enfin, stop, il faut arrêter, quoi. On est découragé. Le système est bloqué. Et le système va dans le mur en étant bloqué. Oui. Alors qu'il y avait quand même de l'enthousiasme. Mais oui, on parlait des systèmes d'information. Entre médecins et voire entre professionnels de santé libéraux, on communique. On y arrive. Messagerie sécurisée, tout ce que vous voudrez. Avec l'hôpital public, qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile? On parle aujourd'hui, et je le vois en Normandie, de télémédecine, téléexpertise, téléconsultation. Et c'est très bien qu'une grand-mère qui a je ne sais pas quoi dans le fin fond du Perche n'ait pas à faire 4 fois 200 km par semaine pour aller à l'hôpital. Avec la prise en charge du taxi, etc. Voilà. Et tout ce que ça implique. Eh bien, aujourd'hui, on a pondu un texte au ministère de la Santé qui se proposait de relooker le fameux article 36 de la loi HPST. Bref, peu importe. Aujourd'hui, le médecin requérant qui demande un avis de téléexpertise ou téléconsultation n'est pas rémunéré. Il n'est pas rémunéré.
Aujourd'hui, on nous dit qu'on s'est rémunéré qu'un seul praticien par acte. OK. Et donc, c'est le médecin qui est requis qui est rémunéré. Et donc, c'est le médecin hospitalier. Donc voilà, on ne s'y retrouve pas, on ne comprend rien. Et quand je disais qu'on arrive à un moment cardinal dans l'organisation des soins en France et que ça tombe bien, puisqu'il y a la présidentielle l'année prochaine, il va falloir du courage, de l'audace et de lâcher la bride au niveau des professionnels, qu'ils soient à l'hôpital public ou qu'ils soient en ville, parce qu'on a des idées, on est des experts en quelque sorte. Et vous êtes là pour les et exprimer. on est castrés. Pascal Gendry, vous vouliez prolonger ce que disait Antoine Le Veneur. Je relativiserai juste un tout petit peu des propos d'Antoine. L'avantage au moins du règlement arbitral, s'il y en a un, c'est que ça a permis de généraliser les rémunérations d'équipes à un plus grand nombre d'équipes, puisque ce n'est plus une expérimentation. Donc il y avait autour de 300 équipes qui en bénéficiaient. Maintenant, c'est plus du double. Donc ça, c'est déjà positif. Oui, mais à quel niveau ? Par contre, le niveau n'y est pas, quoi, en fait. Donc ça, il faut absolument qu'on le fasse évoluer. C'est un premier pas, il faut aller plus loin. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est clairement une entrée dans la démarche pour certaines équipes et qui permet aussi de franchir un pas. Par contre, dans les enjeux, je pense aussi que la structuration de ces équipes de soins primaires, il ne faut pas simplement l'imaginer que dans des murs. C'est pas simplement que des maisons de santé, c'est vraiment la constitution d'équipes autour de prise en charge de patients, quoi, en fait. Donc ça peut tout à fait aussi être fait en dehors des murs, et ça c'est très important de soutenir aussi, notamment par la rémunération, la reconnaissance de ce qui peut être fait en équipe, y compris hors murs. Un autre point important, c'est dans l'accès, c'est quand même la coordination entre le premier recours et le deuxième recours, qu'il soit de ville ou hôpital. Et là, il y a encore des freins majeurs, notamment pour obtenir dans ces fameuses maisons de santé des consultations avancées de spécialistes. De fait, des problèmes de démographie à l'hôpital, mais aussi des problèmes de démographie. Alors, ces consultations avancées, c'est des spécialistes qui viennent dans nos maisons de santé faire des consultations. Ça, vous l'avez mis en place. Mais c'est très difficile de mettre en place parce qu'on a des problèmes de démographie, de professionnels, de spécialistes, et puis parfois aussi de compréhension des enjeux, notamment de l'hôpital, qui a tout intérêt à faire venir ces spécialistes en proximité immédiate. Parce que aussi, ça, j'ai envie de dire, c'est pas bien ce que je veux dire, mais ça alimente quelque part son activité. Et ça peut aussi, même les spécialistes libéraux ont parfois aussi compris l'enjeu et ils ont tout à fait intérêt à le faire. Mais pour le patient, il est gagnant parce que c'est une proximité avec le deuxième recours. Et puis pour les équipes de premier recours, c'est aussi se conforter dans leur exercice par les conseils. Mais où est le frein ? Le frein, c'est la démographie, mais aussi la rémunération de ces consultations. Sur la télémédecine, un point important, c'est que pour qu'une équipe de soins primaires, une maison de santé mette en place de la télémédecine, rien n'est prévu dans le financement, à la fois pour l'équipement en télémédecine, mais aussi pour la maintenance, le quotidien du fonctionnement de cette télémédecine. Et ça, c'est aussi un frein majeur. Alors, qui prend en charge ? Parce que tout à l'heure, Antoine Le Veneur, vous aviez parlé en fait des collectivités et de l'État qui avaient mis quand même effectivement la main à la poche quand même. Alors, nous, en Normandie, effectivement, on a été, dès 2006, parce que vous étiez précurseur. Chercher le conseil régional, chercher les conseils généraux à l'époque, en disant « aidez-nous dans l'investissement initial de ces structures et tout ça ». Pour le fonctionnement, on gère, mais pour l'investissement initial, il nous faut une aide, sinon on n'y arrivera pas. Et ils l'ont fait, ils ont joué le jeu, et à l'époque, c'était pas gagné, 2006-2007. Avec succès, puisque maintenant, tous nos pôles sont trop petits dans l'ancienne Basse-Normandie, et les jeunes plébiscitent cet exercice-là, et donc de ce point de vue-là, vous voyez, donc ça marche un peu. C'est QFD, et on est particulièrement ravis. Et notre challenge aujourd'hui, c'est de déployer tout ça sur l'ensemble de la Normandie, c'est-à-dire l'ancienne Haute-Normandie. Oui. Alors, il y a un moment où je dis qu'effectivement, il faut du courage. Et il va falloir que les politiques soient claires. C'est vrai pour l'hôpital public, c'est vrai pour la médecine libérale. Je comprends rien. Je vois un discours politique qui nous apparaît à nous, professionnels et dans nos cabinets, catastrophique. C'est-à-dire qu'on prend les Français ou les professionnels, en gros, pour des idiots. On dit je suis, et je ne personnalise pas le propos parce qu'on peut le dupliquer, avant c'était la même chose, je suis le ministre de la proximité, avec moi on ne fermera aucune maternité. TF1 20h ou Europe 1. Et tous les jours,
des dossiers de fermeture de maternité arrivent dans les ARS. Et tous les jours, il y a des élus locaux qui ne comprennent pas et qui, à juste titre, revendiquent leur maternité, par exemple. Et tous les jours, on a cette schizophrénie collective, recul de la qualité des soins dans ces endroits-là, recul des équipes médicales, un coût astronomique pour faire fonctionner 7 sur 7, H24, ces structures-là, pour une activité qui est réduite. Ouais, qui est réduite. Mais on dit, le politique dit, je suis le ministre de la proximité. Eh bien, nous, acteurs de terrain, nous disons qu'aujourd'hui en France, nous n'avons pas les moyens d'une médecine de qualité en proximité telle qu'on la connaissait jusqu'alors. Ministre de la proximité, vous voudriez plutôt un ministre de l'organisation. Oui, ensuite, et de la qualité des soins. Et de Parce la qu'il qualité. faut bien comprendre que la qualité recule partout en France aujourd'hui. Gérald Kierzek, et Pascal On ensuite. n'a pas de vision de santé publique dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a des espèces de mesurettes court-termistes qui sont calées sur le PLFSS, pour faire clair. Et alors, on aurait besoin d'un plan quinquennal ou décennal. C'est valable aussi pour la démographie médicale dont on parle. C'est valable beaucoup. dans beaucoup de dossiers, Non, mais d'ailleurs. sur la démographie médicale, c'est capital de pouvoir dire aux jeunes, plutôt que de les contraindre à l'installation, et c'est là où je mets un bémol sur ce que tu disais, parce que je pense qu'on ne fait pas bien des choses si on vous oblige à vous installer sur telle et telle région. Alors après, qu'il y ait des vrais mécanismes incitatifs, et surtout qu'il y ait des marches arrière possibles, c'est-à-dire que le type qui choisit actuellement médecine générale ou gynéco-obstétrique, il choisit à 25 ans et il choisit pour 40 ans de sa carrière. C'est juste pas possible, et on comprend que le mec n'ait pas envie d'aller dans un endroit pour faire une spécialité pendant 40 ans, alors qu'il pourrait avoir peut-être un autre endroit plus agréable avec une spécialité un peu moins pénible. Donc ce décloisonnement est fondamental aussi. Cette flexibilité dans la carrière médicale, elle est fondamentale. Que le collègue généraliste qui a 45 ans en a marre de faire de la médecine de cabinet et puisse venir enseigner à la faculté, il faut que ça soit Alors, ça peut possible. passer par quoi ? Ce n'est pas possible actuellement. Ça passe par la réforme, à mon avis, en ce qui concerne l'hôpital, déjà des ordonnances de 58, les fameuses ordonnances de Bré qui créent les CHU, et c'était formidable, mais ça crée aussi des rentes de situation. Ça crée des rentes de situation dans certaines spécialités médicales aussi. Certains sont très confortables, d'autres un peu moins confortables, et donc n'ont pas envie qu'il y ait des passerelles qui soient possibles. Donc il faut qu'il y ait des unités de valeur qui soient créables. Il faut qu'on puisse avoir, moi j'ai fait 1 an, j'ai eu la chance de faire un postdoc à Toronto au Canada. Ma patronne qui a 50 ans a décidé de faire de la recherche sur l'arrêt cardiaque après avoir fait 20 ans de médecine générale. Eh bien elle s'est formée, elle est allée dans des équipes de recherche aux États-Unis, mais ces passerelles, cette flexibilité était possible. Sur la réforme de l'hôpital ou des ARS, les agences régionales de santé, donc les fameuses préfectures sanitaires, il faut à tout prix les remédicaliser, comme je le disais. Et donc imaginons des médecins, des hospitaliers, des généralistes, des infirmiers qui, au bout de 20 ans de très bonne connaissance du système, de très bonne pratique du système, donc ils ont une vraie légitimité et expérience, eh bien il faut qu'on puisse les envoyer à l'école de Rennes se former en santé publique, et que ces gens-là soient directeurs des soins ou directeurs médicaux d'agences régionales de santé ou d'hôpitaux, de façon à contrebalancer la technocratisation de la politique de santé en Ça France. bouillonne, ça fait écho un peu, Brice Teinturier, à l'attente des Français. J'anticipe sur un résultat Ouais. qui était à venir, mais je ne peux pas résister par rapport à la médecine de proximité, puisque le problème, il est peut-être du côté des politiques, mais il est aussi, sur ce point-là en tous les cas, largement du côté des Français. On a 37% seulement de Français qui se disent prêts à accepter que les hôpitaux les plus près de chez eux puissent être fermés et remplacés par des centres hospitaliers un peu plus éloignés, mais plus modernes, de plus haut niveau, etc. etc. Donc cette question de la proximité, elle est, depuis 15 ans, moi je le mesure depuis 15 ou 20 ans, au centre des préoccupations des Français et au centre des résistances, là pour le coup, des Français. Ouais. Autant sur tout ce qui a été évoqué. D'où le manque de vision, ils il font faut le même expliquer constat. les choses, il Voilà. faut faire de la pédagogie aux Français. Il y a des maternités qu'il faut fermer, il y a des services Mais- d'urgence qu'il faut fermer. Mais à contrario, créer des usines à malades à 400 ou 500 malades par jour, les Français ne sont pas d'accord non plus. Et en termes qualitatifs, c'est pas bien. Certainement. Ce que je souligne simplement, c'est que je me souviens depuis Kouchner et autres qu'on a fait de la pédagogie auprès des Français pour leur expliquer ça. Et il faut prendre, je pense, au sérieux et en compte cette vraie résistance sur ce point. Sur tous les autres points que vous avez évoqués, on le verra, les Français en réalité sont vraiment prêts à bouger, sont d'accord avec tous ces constats, ont compris beaucoup de choses. Mais sur cette question de la proximité, il faut juste savoir et admettre qu'il y a un point dur, qu'il se résoudra peut-être partiellement avec davantage de pédagogie, mais à un moment donné, la pédagogie ne permet pas tout non plus. Non, c'est vrai. Pascal Chauvet, Oui, sur ce point.
Plusieurs plans de réflexion. Tout d'abord, je me souviens Léna, là, sur le documentaire en Oui. Suède, qui disait « je me remets mieux à la maison Ouais. ». Donc effectivement, limiter la durée d'hospitalisation aiguë, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut envisager le retour à domicile, il faut pouvoir le mettre en œuvre. Pour peu que, effectivement, en ambulatoire, on soit prêt à accueillir ces patients, qu'on soit suffisamment organisé Oui, pour pouvoir que les le accueillir. patient ait des garanties à la sortie, quoi, Exactement. qu'il sache où il Donc, va. effectivement, ça passera par une structuration des Bien équipes sûr. de soins primaires. Ouais. La deuxième remarque, c'était concernant ce que vous disiez sur la contrainte. Non, je n'ai pas parlé de contrainte pour l'installation des médecins. J'ai simplement dit qu'ils ne pourraient plus s'installer là où il y en avait assez. En tant que citoyen, quand je vois la carte de la démographie médicale en France, le croissant rouge en bas à droite et puis sur la bande côtière à gauche, par rapport à d'autres territoires, ça me chagrine. Parce que quand on parle d'égalité, effectivement, là, il n'y a vraiment pas d'égalité à l'accès aux soins. Et puis, peut-être, avec tout ce tableau un peu négatif, parler quand même de ce qui peut fonctionner. Quand je regarde, pour ce qui me concerne en tant qu'infirmier, le champ de compétences d'une infirmière aujourd'hui, il est très large. La problématique, c'est que dans notre activité libérale, on est contraint à une nomenclature qui est très restrictive. Et ce qui est dommage, parce qu'une infirmière à domicile ne peut pas utiliser tout son champ de compétences, sauf dans le cadre d'exercices coordonnés avec le règlement arbitral, où là, cette infirmière peut être rémunérée via le règlement arbitral pour de nouvelles tâches qu'elle n'a pas, pour laquelle elle n'a pas de rémunération. De vous à moi, est-ce que effectivement la coordination se passe bien aussi avec les médecins? Est-ce qu'il y a une entière confiance? Parce que sur cette délégation de tâches, ce n'est pas toujours en fait aussi évident que ça. Hein. C'est bon sur le papier, mais dans la réalité, c'est peut-être. Alors il y a le discours, je dirais national là-dessus, et puis vous avez le discours de terrain. Réalité. La réalité. Et la réalité du terrain, c'est qu'effectivement, les équipes se côtoient, vivent quotidiennement, se voient régulièrement et mettent en œuvre des protocoles. Et c'est dans le cadre de ces protocoles où on va envisager ensemble autour de la table des transferts de tâches. C'est pas le national qui va nous... C'est nous, localement, qui allons prendre nos décisions autour de ça. Je crois qu'il faut dire que cette coopération entre les professionnels s'inscrit dans un projet médical entre les professionnels sur un territoire. Un pôle de santé pour nous en Normandie, ce n'est pas des murs, c'est un projet médical de territoire avec un projet professionnel qui va bien et puis un règlement intérieur ou tout ce que vous voudrez. S'il n'y a pas ça, on peut toujours faire 4 murs, vous n'aurez rien dedans. Hein. Et donc, ce que tu viens de dire, c'est effectivement fondamental. Et là où ça se passe quand même très bien. Finalement. Le partage de compétences, ça marche ouais. très bien à partir du moment où les équipes sont organisées. Et c'est un truc très très rigolo. Je vais vous donner un tout petit exemple de 2 minutes. Les infirmiers ont le droit de mettre en place des pansements à leur propre initiative sur des plaies chroniques. Maintenant, elles ont acquis cette compétence. Et nous, on a bossé le sujet parce que on a trouvé que parfois les initiatives étaient un peu étonnantes et correspondaient pas forcément aux prescriptions médicales. Donc, on a bossé un peu le sujet et on s'aperçoit maintenant qu'il y a beaucoup moins qu'il y a 4-5 ans de substitution de pansements par les infirmières depuis qu'on pratique pratiquement de manière régulière la coordination autour des plaies chroniques. Et donc du coup ça se passe en coordination. Et bilan des courses, la durée du pansement qui se rétrécit. Donc en fait un coût et un confort pour le patient qui est acquis. Donc le partage de compétences, oui, mais beaucoup plus facile quand les équipes de soins sont structurées et organisées, comme à l'hôpital. Ouais. Alors, là, c'est l'humain, en fait, qui rentre en Mais il y a un autre problème, quand même, c'est la reconnaissance pour les infirmières et les infirmiers de cette activité nouvelle qui leur échoit. Il n'y a pas de reconnaissance pour les infirmières des actes en termes de délégation ou de transfert de tâches. Donc, globalement, on dit aux gens, allez, faites mieux. Faites plus. Allez, faites mieux encore. Et puis finalement, la valorisation de l'activité des infirmières est bloquée aussi. Pascal Donc Chauvet. voilà, il y a un problème. Ouais. Il n'est pas concevable dans ce pays qu'on ait un champ libre entre un bac plus 3 infirmière et un bac plus 10 médecin. Aujourd'hui, vous n'avez pas de métier entre ce bac plus 3 et le bac plus 10. Vous allez voir dans les pays anglo-saxons, ils ont des infirmières cliniciennes qui sont de niveau bac plus 5 avec des masters.
qui les autorise à faire de nouvelles choses que nous n'avons pas en France. Donc ça, c'est un champ à explorer effectivement et d'ouvrir la porte à ces nouveaux métiers. Champ de formation continue Mais, également. alors bien effectivement, sûr. on est dans un système LMD, Ouais. licence, master, doctorat, mais aujourd'hui, ce champ-là n'est pas encore... Nous n'avons pas de doctorants en sciences infirmières, et pourtant le LMD existe depuis plusieurs années. Vous voyez, donc il faut aller chercher de ce côté-là des possibilités. C'est une piste en fait, de nouveaux métiers, d'amélioration. effectivement. Ouais. Voilà. Ouais. Après, on est encore une fois bloqué sur le paiement à l'acte. C'est les jeux à somme nulle. C'est-à-dire, si c'est le pharmacien qui va le faire le vaccin à la place du médecin, bah, c'est un acte que le médecin n'aura pas. Donc voilà pourquoi ça bloque au niveau libéral très souvent. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on dépasse ce système de paiement à l'acte. De même que sur l'hôpital, où on est salarié, qu'une grille indiciaire qui progresse et une tarification à l'activité sur le financement global de l'hôpital. Je pense qu'il faut que les rémunérations à l'hôpital introduisent de la variabilité de façon à ce qu'il n'y ait pas des différentiels de 1 à 3 ou 4 entre le libéral et l'hospitalier, même si les charges ne sont pas les mêmes, etc. Mais ça permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes de démographie médicale et sortir à tout prix de cette T2A. Antoine Leveneur. Oui, juste une remarque sur ce que vient de dire Gérald. OK, le paiement à l'acte ne permet pas ne remplit pas sa fonction pour tout, notamment quand on parle de coordination. On est d'accord. Donc finalement, les forfaits, c'est pas mal. On peut en discuter, on peut être d'accord. Je voudrais te donner un exemple simple qui fait que les médecins libéraux aujourd'hui sont amers, n'y croient plus. On a créé en 2004 ou 2005, je ne sais plus trop, le forfait médecin traitant. 40 € par an. 2016, à combien est le forfait médecin traitant ? 40 €. Donc, quand tu parles de forfait aux médecins libéraux aujourd'hui, OK, on est d'accord sur le principe, mais à un moment, il faut juste respecter. Revalorisation et donc. Il faut juste respecter un tout petit peu ceux qui s'engagent. Ouais. Allez, des questions dans la salle. On a quelques minutes pour vos questions ou vos réflexions. Il y a des micros qui circulent. Allez-y, on a quelques minutes avant de passer à la table ronde suivante. Qui veut poser la première question ou faire part d'une réflexion? On a quelques minutes. Hein. Oui. Oui, bonjour, présentez-vous. Oui, Carole Mascret, faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Oui. Moi, j'ai une question qui n'a pas du tout été abordée, et c'est celle du numerus clausus. Cette chose inventée par un conseiller de Simone Veil qui avait corrélé le nombre de médecins au nombre de consultations et qui s'était dit moins il y aura médecins, moins il y aura de consultations, moins il y aura de dépenses. Je pense que cette équation, maintenant, on sait que ça ne fonctionne plus. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Oui. Antoine Leveneur, peut-être sur médecin généraliste, justement. Ouais. Sur cette question qui revient, un serpent de mer depuis 30 ans. Oui, oui. Bah, écoutez, en gros, on a dit à un moment donné, moins il y aura de docteurs, moins on fera d'actes, moins on aura de déficit. Donc aujourd'hui, on a plus de docteurs, on a autant d'actes et on a encore plus de déficit. Donc c'était un raisonnement idiot qui a servi des intérêts sans aucun doute. Moi, je constate que malgré tout, le numerus clausus devait être autour de 3005 en 2005, par là. Et on nous expliquait au ministère que, de toute façon, on n'a pas les capacités de former plus en France aujourd'hui. Oui, mais on peut s'organiser. Hein. OK, Pardon, mais dans nos tous les secteurs, CHU, nos c'est facs de médecine n'ont pas assez de chefs de clinique, de machin, de trucs. Aujourd'hui, on est à 8000. Très bien. Et donc, aujourd'hui, on voit des vagues de 8000 qui sortent tous les ans. Est-ce que pour autant, et c'est une de mes interrogations, j'en parlais encore avec Mme Ricôme, la DGRS Normandie, et les deux doyens de Rouen et de Caen. Que font les professionnels formés aujourd'hui, qui sortent quand même? Je prends en médecine générale, il y a 350 fois 2 en Normandie, donc interne de médecine générale. Est-ce que ces gens-là vont tous à la sortie, soit dans le public, soit dans le libéral? Réponse non. Que deviennent-ils? On ne sait pas trop. Alors, je parlais avec M. Teinturier de ménage qu'on fait à droite à gauche de temps en temps. Je ne sais pas. Bon, on essaie de comprendre ça. Le post-internat en médecine générale est une des solutions que l'URML Normandie propose. En gros, il y a des chefs de clinique, très bien, mais ils sont en nombre insuffisant. Et puis, il n'y a pas
solution Votre entre réponse l'internat et l'installation, que ce soit en public ou en libéral. Gérald, deux remarques. Le problème, oui. il n'est pas quantitatif. On n'a jamais eu autant de médecins à la limite que maintenant. Le problème, c'est qu'il Oui, est mal enfin, réparti. il y a des endroits, mais Gérald, il y a des endroits où on ne trouve pas de médecins. Quantitativement, quand même, on a le nombre de médecins. Ouais, Qualitativement, c'est-à-dire la répartition est mauvaise. On en a trop dans certaines zones, tu le disais, l'héliotropisme. On en a trop dans certaines spécialités et pas dans d'autres. On en a trop dans certains modes d'exercice et pas dans d'autres. Donc c'est mal réparti. Le deuxième truc qui m'inquiète, c'est qu'on a ouvert les vannes à l'hôpital. On est passé de 3500 à 8000 nouveaux médecins. C'est le niveau de formation, c'est la qualité de formation qui est en train de se casser la figure et qui va aboutir, à mon avis, à des catastrophes en termes de déficit, parce que quand on est moins bien formé, on surprescrit et on prescrit à mauvais escient, c'est-à-dire on revient, on n'en a pas parlé, sur une mauvaise pertinence des examens complémentaires, des prescriptions. Ça, et là, c'est un gisement d'économie oui, majeur. Absolument, sur l'évaluation aussi à la qualité, oui. Réflexion et une proposition. Oui. Bonjour. Bonjour, présentez-vous. Oui. Oui, Dr Anne Criquet-Ayotte, je suis médecin généraliste et présidente de l'Union régionale des médecins libéraux de Martinique. Alors nous, les Domiens, on est confrontés à un problème d'accès aux soins parce que face à un déficit en structure technique et humaine, la solution est bien souvent de prendre l'avion. Alors si je voulais être caricaturale, je dirais que dans les DOM, si vous ne pouvez pas prendre l'avion, vous mourrez. Pourquoi ? En Hexagone, vous avez toujours la possibilité de prendre le taxi, votre voiture pour aller vous faire soigner, mais pas nous. Alors, il faut absolument favoriser de manière forte l'installation des médecins libéraux dans les DOM. Et à mon avis, il y a deux leviers. Premièrement, augmenter le numerus clausus dans les DOM. Et deuxièmement, favoriser l'attractivité dans les DOM par des mesures incitatives financières qui soient basées sur les besoins réels des médecins qui exercent dans les DOM. Merci, effectivement, le numerus clausus qui revient. Une dernière réflexion, parce qu'on va aller sur la table ronde suivante. Allez-y, présentez-vous. Bonjour. Bonjour, Bénédicte Berthelhomme, je représente l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Alors je pense que dans votre débat, il y a un grand absent, c'est le pharmacien. C'est un véritable acteur de proximité qui travaille et qui a la confiance de nombreux patients. Oui. D'où l'infirmier, effectivement, qui était là et qui représente aussi une autre part, hein, bien sûr. Effectivement, des actes, les pharmaciens sont une autre part. On ne peut pas avoir tout le monde autour de la table. Je pense que les pharmaciens auraient pu être là. Oui, absolument. Des expérimentations sont menées notamment en Rhône-Alpes avec l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes sur la sortie hospitalière qui renforce la coordination entre les professionnels de santé et le bien-être et la prise en charge des patients. Et c'est des coordinations et des expérimentations qui n'ont pas été assez nommées ici, je pense. Alors clairement, les pharmaciens font partie de l'équipe de soins primaires, c'est évident. Et notamment, ils font partie de maisons de santé pour la plupart d'entre elles, des 800 maisons de santé. Dans une expérimentation type PAERPA qui est très développée dans certains territoires, les pharmaciens font, avec les médecins, les infirmiers, les kinésithérapeutes, des projets personnalisés de santé. Donc ils sont complètement partie prenante. Et dans ma maison de santé, ils participent à l'élaboration de protocoles et à l'éducation thérapeutique des patients. Donc non, les pharmaciens font bien partie des équipes de soins primaires. Oui, merci. Avec un maillage fondamental, une pharmacie pour 2500 habitants, et ça, c'est un maillage sur lequel il faudrait s'appuyer. Oui, aussi, évidemment, c'est un bon maillage. Mais vous avez eu raison de faire cette réflexion. Tout le monde a été invité, évidemment. On ne pouvait pas mettre tout le monde autour de la table. Mais France Santé 2017 ne fait que commencer, puisqu'il y a cette plateforme. Et il y aura d'autres tables rondes. Merci à tous d'avoir participé à cette première table ronde.